C'est-tu Ian Biden ou... Hey, la une du Wall Street Journal, hein? Wow! Ils se réveillent, eux autres. Ouais, ils se réveillent tranquillement, pas vite. Ça s'en vient. Ouais, écoute, avant de venir à Biden, parce que c'est un peu un secret de polichinelle, là, cette affaire-là, là, mais quand même, c'est assez incroyable. Le monsieur est vraiment plus là. Il est vraiment plus là pantoute. Puis au départ, tu sais, c'était comme un peu c'était comme un peu un narratif entretenu par des opposants politiques. Puis ça fait partie de la game. Là. Tu sais, un peu, les démocrates font ça aussi pour Trump. Là. Il est ci, il est ça. Puis là, tu spins les affaires. Puis tu sais, tu reprends les mêmes trucs. Puis on met les mêmes affaires, mais dans le cas de Biden, ben là, les exemples s'accumulent. Puis à un moment donné, on manait même les gens qui ne veulent pas le voir s'en rendre compte. Là. Mais avant d'aller à ça, je voulais qu'on regarde une vidéo que, semble-t-il, en tout cas, plusieurs personnes nous ont envoyée. Ça se passe à la mairie ça se passe dans Mercier-Hochelaga, Maisonneuve. Donc, quand même un quartier peu cossu de Montréal. Donc, semble-t-il que ça va comme ça. On y va. La réalité, c'est que Gérin Lajoie, c'est le meilleur axe pour un corridor sécuritaire pour les enfants. Et peut-être que certaines personnes pensent qu'on pourrait comme minéraliser un parc pour garder l'espace pour les voitures et développer des pistes cyclables. Monsieur le maire, je veux juste faire un appel à l'ordre, s'il vous plaît. Parce que vous interprétez de mauvaise façon les mots qui ont été mis de l'avant par la citoyenne et vous les utilisez contre elle. Je pense que ça prend beaucoup de courage pour les citoyens de venir s'exprimer ce soir. Ce n'est pas les mots que Mme Duquette a prononcés. Christy, je l'aime, elle. Hey, c'est quand la dernière fois qu'on a vu une présidente d'assemblée ou de chambre remettre à l'ordre un maire en disant écoutez, monsieur le maire, pas ça par tout que la citoyenne a dit, là. Wow! C'est qui, cette madame-là, Chris? On peut-tu lui donner un poste quelque part? Ah non, elle, je l'aime, là. En tout cas, on continue. Elle ne parle pas de minéraliser un parc. Fait que là, vous venez extrapoler et je vous demande du respect parce que même si on peut être en désaccord avec certains points de vue, mais il faut quand même respecter l'essence du mot qui a été dit par la citoyenne et ce n'est pas du tout ce qu'elle a exprimé, s'il vous plaît. Madame Zunga-Ramos, si vous avez des éléments de débat, il est chaud, lui. On peut les faire lors des points qui sont à l'ordre du jour. La période de questions, nous avons convenu qu'au début des périodes de questions, on a convenu les points d'ordre, monsieur le maire, c'est pour faire respecter aussi les citoyens et c'est tout ce que j'essaie de faire. Fait que je vous demande tout simplement de ne pas interpréter de mauvaise façon les mots de la citoyenne, s'il vous plaît. Hey, c'est malade. Ça, le maire qui est comme ouais, mais là, c'est pas un débat. Là, mais c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit qu'une citoyenne est venue poser une question. Puis toi, tu réponds sur autre chose en déformant ce qu'elle a dit. On est encore dans un cas qu'on a élu à la tête de poste représentatif l'élite de la société. Ouais. On va continuer, ouais. Ah, mais il est chaud? Ouais, je sais pas. S'il parle de même à jeun, c'est spécial. Ben, d'après moi, si tu organises une date avec une fille, tu t'assois au bout de la table, tu dis nu. D'après moi, maintenant, son téléphone sonne, puis c'est comme quelqu'un qui l'appelle pour lui dire qu'il faut qu'elle s'en aille. Là, ouais. Ah, excuse-moi, ma soeur a vraiment besoin d'aide, il faut que j'y aille. Appendicite. Ouais, ma soeur a une attaque de scorbut. Faut que j'y aille. Donc, Mme Zunga-Ramos, la période de questions des citoyens n'est pas une période de questions entre élus. N'est pas une période de débat entre élus. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que... Monsieur Soulière, c'est parce que... Monsieur Soulière. Monsieur Soulière. Moi, j'avais 3 minutes, mais j'ai parlé 1 minute et demie. Alors, non, vous avez pris toutes votre 3 minutes, Mme Beauregard. Oui, oui. Mais, non, mais
Et qui n'aime pas ça parler au monde. Non, Monsieur Soulière, s'il vous plaît. Donc, ce que j'essaie de clarifier, Madame... Non. Vous avez raison. Okay. Vous avez raison. Arrêtez, je t'entends marnette, là. Donc, prochaine question. Madame Marie-Claude Allary. Bonsoir, Madame Allary. Désolé que vous arriviez dans cette ambiance. On est habitué à chaque fois qu'on vient ici, c'est un peu tendu. En effet, malheureusement. Faudrait commencer par se regarder le nombril, mais bon. Wow! Elle dit pas mal de ta faute, le clown. Ah bien, juste pour dire à Richard la tendresse, les gens qu'on voit crier dans la vidéo, c'est pas des gens au conseil de ville qui ont entendu. C'est un montage. Qui ont entendu la madame parler, là. C'est un montage. C'est bon, Richard? C'est un montage. Non, mais c'est juste pour le préciser, des fois, on ne sait pas. Là. Il s'est-tu excusé, finalement? Semble-t-il que quelqu'un qui m'a envoyé cet extrait-là, semble-t-il qu'à la fin de l'émission, dans un minuscule segment, il y a quelqu'un qui est venu, qui est rentré en ondes, qui a dit on veut juste préciser que l'extrait qui avait été mis est un montage. On s'est fait. Mais Richard, lui, il n'y a pas de acknowledgement. Bon, il a dit un truc du genre personne n'est à l'abri, là. Et suivez-nous pour connaître la vérité. C'est un peu ça. Parlant de vérité, donc, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Biden, je l'ai ici, je vais vous le mettre en full screen. Donc, comme ça ici, à huis clos, Biden montre des signes de dérapage. Donc ça, c'était l'article en tête du Wall Street ce matin. Et là, de quoi on parle? Parce que, tu sais, on a vu comme je disais, on a tous vu ces affaires déclarations publiques. Là. Ouais, j'ai parlé à Mitterrand, puis mon père s'est fait manger par des cannibales. Non, c'était pas son père, son oncle s'était fait manger par des cannibales. Poésie, son père a vécu d'un kibbutz, puis... En même temps, il existe beaucoup de montages aussi sur Internet que tu vois que Biden, c'est vraiment un bullshitter de première. Ben, 30 ans de politique, ça finit par tuer son homme. C'est ça, mais c'est pas juste... Là, je pense que le bullshitting se mélange avec un peu de déclin cognitif, là, parce qu'il y a des vieux montages de lui, là, que j'en ai trouvé un l'autre fois sur YouTube, c'est très drôle, où à chaque fois qu'il est dans une communauté, il dit « I was born and raised puis là, il dit... tu sais, mettons, il est avec des Grecs, puis là, il dit genre I was born and raised with a Greek community. I love the Greek community. Puis là, il commence à parler d'eux autres. Un moment donné, il dit la même exacte phrase. Fait que là, tu te dis, mais écoute, ce gars-là, il a été élevé et il est né avec toutes les communautés du monde. Je sais pas ce qui se passe au Delaware, mais il y a vraiment une grosse diversité. Fait que le gars, c'est un bullshitter de première, comme le son. Il a été élu à 27 ans, le monsieur. Là. Oui, il était élu à 27 ans et 81, puis il est encore là. Donc là, ce qu'on dit dans l'article, c'est lorsque le président Biden a rencontré les dirigeants du Congrès dans l'aile ouest de la Maison-Blanche en janvier pour négocier un accord de financement avec l'Ukraine, il a parfois parlé si doucement que certains participants ont eu du mal à l'entendre. Selon 5 personnes proches de la réunion, il lisait des notes pour faire ressortir des points évidents, faisait des pauses pendant de longues périodes et fermait parfois les yeux si longtemps que certains présents dans la salle se demandaient s'il dormait. Lors d'une conversation en tête-à-tête en février dans le bureau ovale avec le président de la Chambre, Mike Johnson, le président a déclaré qu'un récent changement de politique de son administration mettait en péril certains grands projets énergétiques et n'était selon une étude. Selon 6 personnes interrogées à l'époque sur ce que Johnson a dit qui est arrivé, Johnson craignait que la mémoire du président ait glissé sur les détails de sa propre politique. Fait que là, Mané, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que lui, il parle avec Biden de la politique qu'ils veulent mettre en place. Puis au cours de la conversation, il se rend compte que Biden, il parle d'une autre affaire. T'sais, il parle d'un truc, mettons, qui date d'Obama. Puis il est comme, ouais, on va faire ça. Puis là, là, t'es comme, ouais, mais c'est parce que ça a déjà été fait il y a 8 ans ou 10 ans. Là.
Lui, il n'est pas sur le même dossier, là. As-tu pensé à la quantité de malaise qu'il y a, pareil? Tu te dis, là, je suis en train de perdre mon temps, mais je peux pas lui manquer de respect. Je peux-tu parler à la vraie personne qui décide ici? C'est clairement pas lui, là. L'année dernière, lorsque Biden négociait avec les républicains de la Chambre pour relever le plafond de la dette, son attitude et sa maîtrise des détails semblaient changer d'un jour à l'autre, selon le président de la Chambre de l'époque, Kevin McCarthy, et deux autres personnes proches des négociations. Certains jours, il y avait des échanges libres et spontanés, et d'autres, il marmonnait et s'appuyait sur ses notes. Je le rencontrais lorsqu'il était vice-président. J'allais chez lui pour certains dossiers, a déclaré McCarthy dans une entrevue. Ce n'est pas la même personne. Ben, il y a plusieurs rumeurs qui disent qu'il y a de certaines journées où est-ce qu'ils sont des bonnes journées pour lui. Ben, il y a peut-être certaines. Mettons que le médecin de Biden est très actif dans le pilulier. Là. Ah, tu as vu que Trump, de manière très trollatique, a demandé à ce qu'il y ait un test de dope avant le débat. C'est drôle en crise. Les deux bonhommes font un pipi-test. Il faudrait qu'il fasse une pesée aussi. Il y a la méthamphétamine dans le piton. Il ne peut pas débattre. Ah non, c'est malade. Biden, 81 ans, est la personne la plus âgée à occuper la présidence. Son âge et ses capacités cognitives sont devenus des enjeux majeurs dans la campagne pour un second mandat, à la fois dans l'esprit des électeurs et dans les attaques des républicains contre lui. La Maison-Blanche et ses principaux collaborateurs ont déclaré qu'il restait un leader vif et vigoureux. Pas sûr. Là. Ça commence à manquer de crédibilité, ces affirmations-là. Ouais. Puis c'est surtout que de ce qu'on dit là-dedans, c'est que, tu sais, je veux dire, sans idolâtrer le personnage, le gars partait avec une forte réputation. C'est ça qu'on dit dans le truc. Biden a joué d'une réputation à Capitol Hill pour être un maître négociateur d'accords bipartisans, connu pour sa connaissance approfondie des problèmes et sa compréhension des motivations et des besoins de l'autre partie. Fait preuve de rapidité lorsque la pression était forte, mais au cours de l'année qui s'est écoulée, le contrôle de la Chambre par les républicains, cette réputation a diminué. Mais là, ce qu'on dit, c'est que en fait, tout le monde qui l'ont connu, mettons, il y a 5, 10, 20 ans, ils le rencontrent en privé et sont comme... C'est pas le même gars, là. C'est pas le même gars à qui j'ai déjà parlé. Là. Puis tu sais, on s'entend-tu que Kamala Harris se réveille chaque matin en souhaitant qu'il meure, là? Ben, en tout cas... Elle est là, puis elle dit, bon, mon tour vient quand, là? C'est quand mon tour? Ça va-tu être mon tour? Je vais-tu avoir ma chance? C'est quand mon tour? Tu sais, je veux dire, tu votes pas pour Biden la prochaine élection, tu votes pour Harris. Là. Tout le monde comprend ça, je pense. Ben, je pense que c'est un peu ça, là. Ben, en fait, les mauvaises langues, puis je pense que c'est pas un secret de polichinelle, les mauvaises langues disent qu'en fait, si tu votes pour Biden, tu votes pour les Obama par en arrière. C'est que c'est Barack qui a une bonne influence sur le parti. Puis que, as-tu vu le petit vidéo qui circulait il y a quelques semaines où est-ce que tu voyais Barack dans un événement public, puis tout le monde venait lui donner la main, puis tu vois Biden qui est en arrière? Et personne ne veut lui donner la main, genre. Tout le monde en a que pour Barack. Là. Oh, ouais, c'est malade, là. Peut-être un peu de montage là-dedans, puis tout. Mais tu sais, je pense que ces caricatures-là parlent plus qu'on pense quand même. Oh oui, ça parle plus qu'on pense. Parce que, tu sais, la présidence américaine, là, tu sais, on personnalise énormément l'histoire qui est racontée parce que l'être humain aime les histoires, aime les héros, aime les vilains. Mais, tu sais, la présidence américaine, c'est une institution. Il y a une équipe gigantesque derrière ça. Fait que, tu sais, je suis sûr que si tu croises vraiment les données du staff en arrière de Biden puis du staff d'Obama de l'époque, tu sais, je veux dire, il doit y avoir une très, très grande corrélation entre les deux. Là. Fait que de voir que ça suit un peu les mêmes directions, c'est quand même pas surprenant de ce côté-là. Fait que sans nécessairement être Barack Obama qui dirige tout, ben vous comprenez que c'est à peu près le même monde qui est en arrière de Biden. Le 20 mai, lors d'un événement organisé dans le Rose Garden célébrant le mois du patrimoine juif américain, Biden a déclaré que l'un des otages américains détenus à Gaza était un invité à l'événement de la Maison-Blanche avant de se corriger. Un jour plus tôt, lors d'un événement de campagne à Détroit, il avait indiqué qu'il était vice-président pendant la pandémie de COVID-19. Aïe, aïe. C'était l'une de ses nombreuses erreurs dans l'unique discours qui ont incité la Maison-Blanche à apporter des corrections à la transcription officielle. Ça, c'est l'autre affaire qui est capable. Il y a un télésouffleur souvent, la plupart du temps. Tu sais, soyons francs, là, tout le monde fait ça d'une certaine manière. Tu sais, vous avez tous... Un lapsus. Ouais, mais lapsus, mais même plus que lapsus. C'est-à-dire que, tu sais, mettons, là...
mettons que tu racontes une histoire. Là, tu dis, il y a une année, j'étais avec mes gars en voyage, on était à telle place, puis t'es arrivé telle affaire, puis là, ta blonde, elle va dire, mais non, Yann, c'était pas cette fois-là, c'était l'autre fois. Là, tu mélanges avec l'autre événement. On fait tout ça. Là. Une année, tu racontes une histoire, tu dis, quand j'étais allé à Boston, il s'est passé de l'affaire, finalement, c'était pas à Boston, c'était à New York, l'histoire. Bon, mais là, l'affaire, c'est que pour des événements, ça, c'est pour des anecdotes, mais que tu te rappelles pas. Tu sais, je veux dire, il était VP sous Obama, s'il n'y avait pas de pandémie, là. Tu sais, c'est comme s'il mélange mais c'est tellement typique de gens qui commencent à avoir des problèmes cognitifs, ce genre de comportement-là, qui ne se rappellent plus que leurs parents sont plus en vie. Ah, c'est pas plus démocrate que républicain. Là. Rappelez-vous que Reagan, on l'a toffé plus longtemps qu'on aurait dû. Là. Ben, il y a ça, là. Okay. En janvier, il a confondu 2 de ses secrétaires de cabinet hispaniques. Lors d'une collecte de fonds en février à New York, il a raconté avoir parlé au chancelier allemand Helmut Kohl, décédant en 2017 lors de la réunion des groupes des 7 en 2021. Le même mois, lors d'une collecte de fonds, il a déclaré que lors du sommet du G7 en 2021, il avait parlé à l'ancien président français François Mitterrand, décédé en 1996. Yeah. Mais là, c'est drôle parce qu'ils font des... Ils essayent d'embarquer Trump là-dedans en disant que... C'est sûr qu'ils essayent. Ils peuvent pas. Puis c'est pour ça que j'ai voulu... Je prends sciemment l'article du Wall Street Journal, parce que le Wall Street Journal est un journal centriste qui est ni gauche ni droite. Là, c'est comme... Ben, au Canada, ce serait jugé comme un journal de droite. Là. Mais c'est un journal... c'est un journal... Financier, surtout. Financier assez apolitique. Là. Il y a des textes très anti-Trump, il y a des textes très anti-Biden, il y a des... C'est pas vraiment un journal partisan d'un point de vue politique. C'est plutôt un journal, en tout cas, ce qui peut s'apparenter à un journal neutre. Mais c'est drôle parce que, puis peut-être, Joey, tu vas savoir de quoi je parle, mais il essaye de souligner dans l'article le fait que Trump aussi, il y a des problèmes cognitifs parce que, hey, dans un rallye, un moment donné, il a confondu Nikki Haley avec Nancy Pelosi. Ouais, mais c'est parce que Chris, il l'a pas confondu. Il a dû faire exprès. Il a fait exprès. Voyons. Ça, puis Biden qui serre la main à des fantômes, là. On passera, là. Oui, mais c'est parce qu'il comprend. Tu sais, il essaye de. En fait, ce qui arrive, c'est que je pense pas que Trump soit rendu là. Il ne montre pas de signe de ça. Mais la seule chose que tu peux dire qui serait correct, c'est de dire à l'âge de Trump, c'est une possibilité dans un terme de 4 ans. Oui, mais c'est pas du tout le même niveau. La semaine passée, j'ai vu une vidéo passer sur Twitter de la dernière gaffe de Biden. C'était une cérémonie, je pense, de remise de médaille. Je pense que c'est la médaille d'honneur, justement, à un militaire. Puis tu avais la grosse cérémonie à la Maison-Blanche. Puis là, tu avais comme l'officière qui tenait la médaille pour que le président la prenne et la mette sur le cou. Là, Biden, c'est comme reviré puis il était de même. Il était devant la médaille, là, le monde était comme ça. Là ça a pris quelqu'un qui arrive, puis là, il monte un peu, tu sais, voilà, président, il est arrivé, ma médaille. Mais il a commis un genre de pause de 12 secondes dans le sens, tu sais que je suis rendu, moi, là, tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive, là. Tu sais, l'affaire que je t'avais montré, il y a plusieurs mois, là, quand il parlait, là. Ben, le sénateur républicain qui a été poussé trop loin récemment, qui a finalement pris sa retraite, là. Mitch McConnell, ben oui, Mitch McConnell, c'est dans la même... On est à la même place que Biden. Absolument. On l'a vu plusieurs fois, là, qui est arrivé devant la caméra. Pis... C'est pas le fun. Il y a quelqu'un qui vient le voir et fait Mitch, là, OK, tout le monde, il n'y aura pas de questions. Monsieur McConnell, il y a un petit malaise. Puis là, ils s'en vont. Il n'y a pas un malaise, ce gars, il y a un brain fart. Puis... Non, mais c'est normal pareil, parce que, je veux dire, il y a des gens qui, dans les 80, gardent une acuité mentale très élevée, mais c'est parce que vous voyez, souvent, on voit que les bonnes journées de ces gens-là. Tu sais, Biden, dans sa vie privée, les mauvaises journées, il resterait chez eux. Puis les journées où il se sent en forme, puis tout, il sortirait, puis tu dirais, ben non, il est super en forme mentalement, ce gars-là, là, il est bien correct, puis tout. Mais comme président, ça donne que tu es président 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que les journées qui se lèvent, puis qui est un peu confus, là, puis qui devrait rester couché ce journée-là, ben il est obligé d'y aller pareil. Oui, puis, mais moi, où est-ce que je commence à avoir un malaise, puis je me dis, c'est de la politique américaine est faite comme ça parce que il y a vraiment une notion, ben, je te dirais, de caste politique, mais qui se perdure. Tu sais, les Kennedy, les Bush, éventuellement les Obama, probablement. Je pense qu'on va se taper les Trump aussi. Tu sais. Je ne serais pas surpris de revoir un Trump apparaître dans 15 ans. Là, tu sais. Mais
ce système-là, le fait que les gens vénèrent énormément le nom, la notoriété publique déjà acquise, c'est ça qui crée le problème. Pourquoi tu t'offres Mitch McConnell aussi longtemps? Ben, c'est parce qu'il se fait élire, puis il se fait élire, puis il se fait élire, puis si tu le tasses, il ne sera peut-être pas élire. Puis on a peur de le tasser au cas où il ne se fasse pas élire. C'est aussi le fait que c'est lui qui prend le plus de cash des lobbies aussi. Il y a une raison pourquoi ils s'appellent les leaders, parce que justement, c'est les plus pleins aux os, les plus influençables. Oui. Peut-être que c'est ça la cause. Parce que je pense qu'au Canada, c'est plus difficile de rester en poste aussi longtemps. On finit toujours par te remplacer. Il y a toujours un jeune poulain qu'on veut rentrer. Est-ce que c'est justement parce que la seule chose, puis on s'entend probablement que ces gars-là sont dans des endroits où est-ce que peu importe qui tu présenterais, il serait élu de toute façon. Fait que là, il y a d'autres considérations. Fait qu'au lieu de mettre la belle jeune poulette de 40 ans, ben, tu mets le gars de 81 ans pour ce que Joey a dit. Peut-être que c'est parce qu'il y a des connexions pour ramasser de l'argent de toute façon. Ce gars-là est facilement influençable ou peu importe. Mais là, tu sais, c'est sûr qu'il y a une raison à ça. Pourquoi il y a cette situation-là qui s'opère dans le public américain. Mais je veux dire, à un moment donné, il va falloir que les électeurs américains sanctionnent les partis politiques qui font toffer le monde trop longtemps, carrément. Tu sais, c'est les coupables là-dedans, c'est les institutions politiques, c'est les institutions républicaines et démocrates qui gardent en poste des gens qui sont... qui devraient passer le flambeau. Là. Oui, puis tu sais, comment je dirais ça? Tout est une question du poste que tu occupes en fonction de tes capacités. Parce que, tu sais, moi, je suis pas dans le... Moi, je pense que des gens très âgés là, peuvent être de très bons conseils parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont du vécu. Avez-vous vu la vidéo de l'ancien combattant qui est allé sur les plages de Normandie pour le 80e anniversaire? Le gars, il a 97 ans. Okay? Il avait 17 ans quand ils l'ont dompé. Il parlait français dans la petite vidéo. Je l'ai retweeté. C'est le monsieur, il a de l'air plus là mentalement que Biden. Ben, tu sais, ce monsieur-là, tu le mets pas général de l'armée à 97 ans, mais Christy, il peut être peut-être quelqu'un que de temps en temps, tu y passes un coup de fil pour profiter de son expérience puis de son vécu. Les gens âgés peuvent apporter à la société parce qu'ils ont vécu, ils ont vu des affaires que nous autres, on n'a pas vues, on n'était pas au monde, puis que plein de gens n'ont pas vu. Mais c'est juste que maintenant, tu sais, Mitch McConnell, il était peut-être de bons conseils sur certaines affaires, mais il avait clairement plus la stamina puis l'énergie pour être leader du Sénat pour les républicains. C'est ça l'enjeu, je pense, là-dedans. Est-ce que Biden peut jouer un rôle dans un cabinet ou être un genre d'éminence grise que tu appelles une fois de temps en temps? Sûrement. Est-ce qu'il y a la force physique et mentale, l'acuité encore à 81 ans pour être président et de se représenter? C'est loin d'être assuré, cette affaire-là. Et là, tu sais, ça s'inscrit dans la continuité du rapport dont on avait parlé, qui était sorti en février de Robert Hur, donc qui était un conseiller spécial de la Maison-Blanche qui faisait enquête sur l'histoire des documents qui ont été retrouvés chez Biden. Parce que tu as l'histoire de Trump, tu as l'histoire de Biden aussi. Et sa conclusion, c'était je ne suis pas trop allé au bout de mon affaire parce que la mémoire de Joe Biden, et je cite, a été considérablement limitée. Capoté, là. Il y avait des problèmes de mémoire. T'sais, lui, il commençait à lui poser des questions. Ouais, comment ça qu'on a retrouvé tel document chez vous? Puis le gars, il commence à radoter. Ouais, ben ça, c'était quand j'étais sénateur à telle place. Non, non, c'est des documents du temps d'Obama. Ah ouais, ok, excuse, je m'en rappelle pas. Tu sais que le gars, il est un peu à l'ouest. Là. Fait que là, tu sais, c'est un peu comme l'histoire de l'ingérence étrangère au Canada. Mané, tu commences avec une affaire, puis là, ça s'empile un par-dessus l'autre, puis mané, tu peux plus juste t'excuser en disant que c'est parce que les gens n'ont pas compris, que non, c'est correct. T'sais, là, les évidences sont mises de l'avant, puis clairement, ils font tout pour le protéger. Et en même temps, tu arrives, tu es dans un mode où est-ce qu'il y a eu des primaires démocrates aussi, puis le jello pognait pour personne. Il n'y a personne qui oserait se présenter contre Biden d'assez solide pour dire « je prends ta place dans un pays de 330 millions d'Américains ». Fait que là, tu te dis, qu'est-ce qui fait qu'on accorde trop d'importance aux politiciens qui ont déjà une notoriété publique? Pourquoi on ne donne jamais la chance aux runner-up, aux nouveaux? T'sais? C'est ça qui me fascine un peu dans cette histoire-là. Je veux dire, même du côté républicain, Trump, à cette élection-ci, ne représentait pas
ce qu'il représentait en 2016. Là. Il représentait un peu le politicien d'expérience. C'était plus lui l'institution républicaine. C'était lui l'establishment, en fait. Là. Exactement, tu sais. Puis là, on avait un jeune vigoureux, on avait DeSantis, puis là, on se disait, hey, il peut avoir un bon clash. Moi-même, à Radio Pirate, je disais, si DeSantis peut mettre la tête de Trump sur son comme trophée de chasse, éventuellement, il va être imbattable à l'élection. Ouais. Mais Christy, ça a fait pouette. Les gens n'ont pas embarqué dans le train de DeSantis. Ça a fait Trump. Mais lui aussi, c'est un vieux monsieur, là. Tu sais, fait là, tu es là, tu te dis, Calvados, comment tu fais pour quelqu'un de 45-50 ans avoir du succès dans une aristocratie démocratique comme ça? Je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir du sang neuf ou un renouveau à la tête de ces partis-là. En fait, la seule chose que je me dis, c'est que c'est tellement rendu symbolique le rôle du président, parce qu'avouons que ça l'est, que justement, les gens préfèrent des belles statues. Où est-ce que justement, en fait, tu te rends compte que ceux qui contrôlent la présidence réellement, c'est le staff politique en arrière. Le contenant qu'on met en avant, ce qu'on présente, ce que les gens sont prêts à voter pour, c'est pas ça qui va donner la direction d'un sens ou de l'autre au pays. Là. C'est vraiment le staff politique en arrière, puis c'est les gens qu'on connaît pas les noms. C'est eux autres qui décident de tout en réalité. Ah, ben c'est sûr. Ben, c'est sûr que tu as des gens qui semblent être plus aux commandes de l'affaire que d'autres. Tu sais, Biden, ça paraît que c'est un figurant dans l'histoire. Comme qu'on a au Canada présentement. Là. Je veux dire, Justin Trudeau est probablement le premier ministre le plus vide de l'histoire canadienne. Il n'y a rien dans Justin Trudeau. Là. C'est vide. Il s'est fait élire avec des selfies. Il est embarqué dans le wokisme par-dessus la tête. Il se sent bien là-dedans. Tu sais, c'est comme un professeur d'université de piètre qualité qui ne publie pas dans des études sérieuses avec des choses review par les pairs. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il a le discours woke puis il se maintient en place grâce à ça. Ça, c'est Justin Trudeau. Mais je veux dire, on a déjà eu des premiers ministres quand même plus sharp, plus solides que ça. Les Américains ont déjà eu des présidents plus sharp, plus solides que ça. Mais on dirait que ces époques-là, tranquillement, pas vite, sont comme terminées. C'est vraiment... On élit des équipes en arrière, qu'on ne connaît pas les noms. Tu sais, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir comme premier ministre au Québec François Legault. Je pense que mon premier ministre, c'est Martin Koskinen. Ben, tu sais, ça s'en vient tannant un peu. Là, à un moment donné. Un jour, on pense que c'est Pierre Fitzgibbon. Là. Aussi. C'est ça, là. Ben oui, effectivement. Puis de ce qu'on sait de la mairie de plusieurs grandes villes du Québec, c'est pas mal le DG qui gère la ville, puis le maire, c'est un genre de marionnette. Là. Tout à fait. Puis ça, moi, j'ai des problèmes avec ça. On est rendu qu'on élit des gens tellement faibles. Parce que c'est ça, la réalité. Les gens sont faibles. Donc, tu te ramasses avec une direction qui devient un peu loufoque. En fait, la présidence de Trump, c'est un des derniers qu'on a vu qu'on avait vraiment l'impression d'élire Donald Trump. Quand Donald Trump est arrivé, il est arrivé avec son équipe, puis ça prenait la direction tu avais l'impression que ça venait de lui. Tu n'avais pas l'impression que ça venait de quelqu'un d'autre en arrière. Clairement, lui, tu ne peux pas y dire « Voici tes lignes ». Ben ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est ça que tu vas dire. C'est sûr que si tu essayes ça avec lui, you're fired. Ben, au moins, quand tu sais, les Québécois ont beau bitcher ce qu'ils veulent sur Donald Trump, mais au moins, quand tu votes pour Donald Trump, you will get what you see. Tu sais, ce que tu vois à l'écran, là, ça va être ça pour vrai. Puis il y a eu une bonne présidence aussi. C'est un des présidents qui a fait le moins de dommages au point de vue économique. Là. J'ai l'impression qu'au Canada, Poilievre, tu ne peux pas lui donner des lignes non plus. Je pense pas. Je regarde comment il s'exprime. D'ailleurs, justement, concluons la partie gratuite avec cet extrait-là. Quand même assez savoureux. Il est en conférence de presse, il se fait demander ce qu'il pense du programme d'habitation de Justin Trudeau. Ça va comme suit. The question is regarding the housing problem. CHMC has said that Canada needs 5.8 million houses to restore the housing affordability. Donc là, le son est très mauvais là, parce que la personne dans la salle ne semble pas être micée. Mais il lui demande qu'est-ce que tu penses du programme de Trudeau là, pour bâtir 5,4 millions de maisons d'ici telle date. Là. Et là, Poilievre répond. Liberals say that they have that already in the budget to be focused on the housing and the fairness for the Canadians.
which you disagree. Why do you disagree, and what's your plan? Okay, I don't disagree. The math disagrees. They've promised they're going to build, so they promised they're going to double home building. Their own housing agency said since they made that promise, home building has gone down, and that it will go down next year and the year after that. Look at my exchange with Trudeau in the House of Commons last week. To get to 3.9 million, forget 5.9 million, to get to 3.9 million new homes by the scheduled deadline of 2031 that Trudeau promised, he needs to build 550,000 homes a year. I asked him 6 times in the House of Commons, are we going to build 550,000 homes this year? He wouldn't answer. Well, the truth is he's on track right now to building about 200,000 homes, not even half of what he's promised. It's not a matter of me disagreeing. It's a mathematical fact. He's not delivering. It's a mathematical fact that 9 years ago when I was housing minister, the average rent for a one-bedroom was $973. Now it's $2,000. Right? These are the facts. Has he spent a lot of money on housing programs? Yes. He spent $89 billion on housing affordability, and the result is that housing costs have doubled. The problem is he's putting the money into bureaucracy. Government bureaucrats don't build homes. Private sector builders do. Government bureaucrats are in the way. So we need to get the government bureaucracy out of the way and deliver fast, affordable permits to build the homes. 1/3 of the cost of every newly built home in Ontario is government permits and taxes. 1/3. That's more than we spend on the labor to build the home. So we're spending more on the bureaucrats who don't build anything than we do on the carpenters, framers, plumbers, and electricians who build. Isn't that? Hey, c'est capoté, là. Hey, le tiers de la facture de la construction d'une maison, c'est des taxes, des permis, des cochonneries de même. Mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, puis circuler, il n'y a rien à voir. 89 milliards en programme pour des maisons abordables, puis en bout de ligne, le prix des maisons n'arrête pas d'augmenter. Quand on parle de politique publique inefficace, là, c'est ça. Tout ce qu'il dit, le 89 milliards a été investi dans les bureaucrates. Il n'a pas été investi dans les charpentiers, dans les menuisiers, dans les affaires de même. Ah non, c'est capoté, là. Oh my Continue quelques instants. Insane. Like when you buy a house, do you not find it incredible? You have this beautiful house. And you say, well, where did the money, I'm buying the house for, now it's say it's $1 million. What does the $1 million go to? You know, you break it down, lumber, materials. You think more money goes to people sitting in government offices than goes to the people swinging the hammers, fitting the pipes, framing the lumber. It doesn't make sense. We need to cut the bureaucracy, and that's why my common sense plan will require cities free up land, speed up permits, cut development charges and fees as a condition of getting federal funds. If they don't hit my targets, they won't get their money, and there'll be less of those bureaucrats in those corner offices. So if they beat the target, they'll get more money. We're going to pay our municipalities the way we pay realtors and builders for the number of homes. Thank you. C'est... Il y a où le problème avec ça, là? Moi, au-delà de... C'est même plus il n'y a pas de gauche-droite là-dedans. Là. Chris, quand tu dis common sense, là, ce qu'il vient de dire là, c'est... Puis hier, là, je l'ai raconté hier dans l'édito, mais moi, je l'ai raconté, parce que c'est pas tout le monde qui écoutait ce segment-là. Là. J'ai parlé avec un auditeur au téléphone. Il construit des maisons à Montréal. OK? Et dans l'arrondissement où il doit protéger les arbres. Okay? Il y a une obligation, quand tu construis une maison, tu dois présenter un plan à la ville qui montre que, bon, quand tu vas construire, il faut que tu protèges les arbres, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et il me disait, c'est rendu tellement n'importe quoi qu'il dit, dans tout ton plan, s'il y a un clou qui dépasse d'un bout de bois, là, c'est métaphoriquement, tu as une virgule quelque part, il dit, il t'arrête ton chantier, tu peux plus y aller. Puis il dit, mais sur le terrain, il y avait comme des arbres, mettons, ils ont oublié de prendre en compte, mais c'est pas qu'ils ont oublié, c'est que les arbres sont pourris.
C'est des arbres qui ont été attaqués, puis ils sont pourris, sont achetés à terre, finalement. Ben là, vu qu'ils n'étaient pas inclus dans le truc, ils ont fait arrêter le chantier. Il fallait qu'ils redemandent une affaire. Et là, il dit, je me présente à la ville un vendredi, il est comme 11 h. Et là, on me répond que ben, le bureau ferme à midi. Fait qu'on ne peut rien faire pour moi. Là, il dit, moi, j'ai ceux qui viennent faire le footing, le coffrage qui sont réservés. J'ai 40 000 $ de fenêtres qui doivent m'être livrées dans un délai X. J'ai ci, j'ai ça. Puis il disait, ce qu'il me disait, c'est, il dit, les très grosses compagnies de construction, ça les fait chier, ces trucs-là. Mais ils ont des fast-tracks. Parce que si le plan n'est pas tout à fait parfait, eux, on les fait passer. Ils appellent direct le fond. Oui, puis ils sont capables de gérer le crédit avec ça. Mais tu sais, il dit des petits, là, mettons, tu as 3-4 projets de même qui partent à la bombe. Là. Un moment donné, Chris, tu as un gars avec qui tu as donné un contrat qui t'appelle. Hey, tu ne m'as pas payé encore pour ça. Mais ouais, mais c'est parce que j'attends le permis. Le chantier ne peut pas décoller. Fait, je vais te payer quand ça va décoller puis quand ça va débloquer, tout ça. L'autre t'appelle, te donne un char de marde. Tu m'avais réservé pour le coffrage. Là, ça fait 3 fois que tu me déplaces. Tu me niaises-tu? Mais je te niaise pas. C'est la ville qui retarde. Là. Vous n'avez pas idée ce qu'il dit dans la vidéo, ces bureaucrates-là, vous n'avez pas idée à quel point ils fuck le système. Là. En fait, il n'y en aurait pas de problème de construction puis de logement si on laissait les gens qui travaillent. Vous avez compris ce qu'il dit dans la vidéo? Et pensez-vous que c'est normal que quand vous achetez une maison, que vous payez 1 million de dollars qui vient d'être construit, il y a plus d'argent qui va à du monde qui travaille dans des bureaux pour le gouvernement qu'à celui qui swing le hammer, celui qui cloue des clous, celui qui pose les fenêtres et celui qui coule la fondation. C'est absurde. C'est absurde. Absurde. Hey, sur ça, on continue sur Patreon. Prenez le temps de vous abonner. On a un flot de gens présentement qui sont en train d'embarquer dans le bandwagon. Vous le savez, l'été, il y a moins de matériel à la radio. Nous, on continue 52 semaines par année tout le temps. Yannick Frank, ça n'arrête juste jamais. Donc, l'été, on continue. Vous avez du stock en masse sur Patreon. 3 $ l'entrée, 6 $ pour avoir le podcast du jour. 10 $ les archives complètes également, parce que vous avez juste à 3 et 6 $ seulement l'équivalent d'à peu près 5 semaines environ de podcast. Mais les gens qui sont à 10 $ et plus, en plus d'avoir Roxane la banane, ils ont également l'ensemble de nos archives. Donc, si vous voulez du matériel pour l'été, patreon.com. Et là, ce qui s'en vient pour les prochains instants, c'est qu'on a un sondage léger et on a aussi une histoire assez capotée du Parlement étudiant qui nous a été envoyé par le prof Caron, donc, qui a été sorti par la presse. Donc, on pourra en discuter. Prof Caron, qui lui-même, semble-t-il, n'était pas tout le temps gentil au Parlement étudiant. C'est ça qui arrive. Pas du monde, ce gars-là. Oui, pas du monde.